Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. H2O, cette formule chimique, recouvre 72% de la surface de la Terre. Et pourtant, demain, nous allons manquer d'eau. Depuis le début des temps, l'eau représente la source de la vie, mais aussi de la mort, si on en juge par le livre de mon invité, l'un des meilleurs experts européens sur les questions géoéconomiques liées à l'eau. Franck Galland publie un ouvrage intitulé « Guerre et eau, l'eau, enjeux stratégiques des conflits modernes », un livre édité chez Robert Laffont. Bonjour Franck Galland, est-ce que vous pouvez nous dire à quand remonte la prise de conscience de l'intérêt de l'eau dans les conflits armés ? Alors, cette prise de conscience s'est faite aux dépens de l'armée française, puisque en août 1914, l'armée française rentre en guerre sans avoir intégré la manœuvre de l'eau dans la manœuvre militaire. À travers les recherches que j'ai pu mener, je me suis rendu compte que beaucoup de nos soldats sont morts à cause de dysenterie bacillaire, de fièvre typhoïde. On estime à 65 000 personnes, 65 000 soldats, le nombre de contaminés entre septembre 1914 et mai 1915. Et donc, à partir de 1915, les autorités civiles et militaires prennent en compte l'importance stratégique qu'a l'eau dans ce conflit moderne, qui est la Première Guerre mondiale, et créent, par exemple, le service des eaux des armées, en mai 1915, créent un sous-secrétariat d'État à la santé militaire un mois plus tôt, et c'est suite à cela, effectivement, donc, aux dépens de cette armée qui rentre en guerre, que la manœuvre de l'eau, enfin, est placée à sa juste place. Et vous le dites dans votre livre également que l'eau va être vraiment prise en compte par les armées allemandes en 1939 et notamment dans la Blitzkrieg, la guerre éclair. Les nazis vont vraiment prendre en compte, là pour le coup, la nécessité de logistique de l'eau. Alors, fort des enseignements de la Première Guerre mondiale, il est clair que quand l'armée allemande envahit la France en mai 40, autour des troupes d'assaut, vous avez des géologues militaires qui sont chargés de sécuriser la manœuvre de l'eau. Quand Rommel fait la guerre dans le désert, ces géologues militaires, ces spécialistes des forages, ces spécialistes du traitement des eaux, jusqu'à des spécialistes du dessalement, déjà à cette époque, sont directement rattachés au maréchal Rommel. Et idem pour les Alliés lorsqu'ils débarquent en juin 1944 sur les côtes normandes ? Alors, Eisenhower, le commandant suprême, est de formation logisticienne. Et dès août 1943, quand lors de la conférence de Québec, on choisit le Cotentin pour débarquer 850 000 hommes, 150 000 véhicules, on intègre très tôt la manœuvre de l'eau. Alors ça passe par de la reconnaissance hydrogéologique, grâce à la résistance française, grâce à un service secret britannique qui sera dissous en 1945, comme l'a été le Special Operation Executive. Et ces collègues de renseignement vont permettre aux armées alliées de se sécuriser sur les premiers jours du débarquement, un certain nombre de sources. Elles vont créer des forages. Et encore à l'heure où on se parle, vous avez des forages qui continuent de fonctionner et qui ont été effectivement créés 80 ans plus tôt. Franck Galland, à quand remonte le basculement de ces questions militaires dans le civil et la capacité ou l'idée qu'ont certains pays de créer vraiment des ministères de l'eau ? Alors, en fait, de 1945 à nos jours, ce qui était intéressant, parce que autant sur la Première Guerre mondiale, on peut faire la guerre sans eau, sur la Seconde Guerre mondiale, on fait la guerre avec l'eau, et de 1945 à nos jours, on fait la guerre contre l'eau. Alors, dans les guerres révolutionnaires, dans les guerres asymétriques, du faible au fort, donc on le voit pendant la guerre du Vietnam, mais jusqu'à récemment l'utilisation de l'eau, des barrages comme arme. C'est exactement la stratégie qu'a eu Daesh en occupation des barrages sur le Tigre et l'Euphrate. Et on s'aperçoit, compte tenu de la rareté de la ressource dans le monde, que de plus en plus, les ministères de l'eau dépendent de sujets de souveraineté, des sujets de défense et de sécurité collective, donc dépendent par exemple du ministère de l'Intérieur, voire du ministère de la Défense. Alors Franck Galland, vous citez dans votre livre des exemples, vous citez Singapour, Australie, l'Israël, le Maroc, mais nous en Europe, pourquoi on ne réagit pas ? Alors, la situation de la rareté de la ressource est très différente entre l'Europe occidentale et ces pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, ces pays d'Asie centrale, ces pays de la péninsule indienne et jusqu'à la partie nord-nord-est de la Chine. En France, vous avez en gros 3200 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables.
c'est très très au-dessus de la barrière de stress hydrique qui est à 1000 m3 d'eau par an par habitant et par habitant et par an en termes de ressources renouvelables. Par contre, dans tous ces pays que je viens de citer, dans une diagonale de la soif qui va de Tanger jusqu'au nord-est de la Chine, en traversant deux pays par exemple comme le Pakistan, comme l'Inde, de puissance nucléaire, eh bien vous avez des seuils de stress hydrique à 500. C'est-à-dire là où la vie est de plus en plus difficile à organiser pour l'alimentation en eau domestique, pour l'alimentation en eau à vocation agricole, pour l'alimentation en eau à vocation industrielle, voire à vocation nucléaire, puisque effectivement, pour refroidir des centrales, il faut de l'eau et beaucoup d'eau. Et donc vous citez de nombreux exemples de rapports, d'études dans votre livre qui alertent sur ce stress hydrique et qui disent très clairement que ça va aboutir potentiellement à des conflits armés. Écoutez, il est très significatif que le 22 novembre 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies se soit emparé pour la première fois du sujet eau, paix et sécurité. 59 chefs d'État et de gouvernement, à l'invitation de la présidence sénégalaise, se sont rendus effectivement à New York pour aborder cette question. Il est également particulièrement intéressant de voir des organisations de dialogue stratégique comme l'Organisation de coopération de Shanghai, comme l'OTAN, se poser de plus en plus de questions sur les conséquences de la rareté des ressources en matière de déstabilisation politico-sécuritaire. Donc oui, malheureusement, on arrive à une forme de croisée des chemins avec un point particulièrement sensible dans l'actualité de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, c'est le barrage Renaissance en territoire éthiopien qui va commencer sa deuxième phase de remplissage. Rappelons qu'à l'été dernier, il a été rempli à hauteur de 3,5 milliards de mètres cubes. Là, on va passer à 13,5 milliards de mètres cubes. Et il y a quelques mois, lors du premier remplissage, le Soudan a émis des protestations, l'Égypte en aval a émis des protestations et nous craignons véritablement que, compte tenu de cette deuxième phase de remplissage, les protestations aillent en s'accroissant. Protestations d'abord diplomatiques, médiatiques, mais pourquoi pas sécuritaires. Et très clairement, c'est une menace que l'Égypte a envisagée. Donc Franck Galland, très clairement, l'hydrodiplomatie, ça ne fonctionne pas. Alors, objectivement, il y a des exemples d'un parfait fonctionnement d'hydrodiplomatie. J'en veux pour preuve l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a été créée en 1972 par Léopold Sédar Senghor. Et on a 4 États qui coopèrent, qui financent conjointement des infrastructures et qui se partagent cette ressource du fleuve Sénégal. Mais là où ça ne marche pas, là où l'hydrodiplomatie échoue et on peut aller vers une hydro-guerre, c'est effectivement des instances de bassins qui ne jouent pas leur rôle, comme l'organisation du bassin du Nil, par exemple, qui devrait être beaucoup plus allant sur des sujets tels que celui de la construction et du remplissage de ce barrage en territoire éthiopien. Et puis, vous avez ce qui se passe autour, par exemple, de la problématique de l'Asie centrale. Vous avez 90% de la population d'Asie centrale, on parle de 42% de la planète, de 20% du PIB mondial. Ces 90% de la population d'Asie centrale ne dépendent que de 2 ressources, le Sir Daria et la Mou Daria, et avec des pays hydrodominants et donc des pays hydrodominés. Et quand l'hydrodominant ne veut pas coopérer avec l'hydrodominé, on arrive à des casus belli. Franck Galland, dernière question. Qu'est-ce qu'il faut espérer concrètement du 9e Forum mondial de l'eau qui doit se tenir à Dakar en 2022 ? Il faut continuer cette prise de conscience internationale sur l'importance stratégique qu'a la ressource en eau. Purement et simplement parce que cette rareté de la ressource peut conduire à des problématiques politico-sécuritaires. Ensuite, ce forum doit être l'occasion de remettre la solution technologique au cœur des enjeux. Vous parliez tout à l'heure de Singapour, vous parliez tout à l'heure d'Israël. Voilà 2 pays qui ont réussi à résoudre l'équation du manque d'eau par la technologie, le dessalement d'une part, la réutilisation des eaux usées d'autre part, mais on pourrait parler également de la recharge artificielle de nappes, on pourrait parler d'irrigation intelligente. Donc au-delà de la technologie, c'est aussi le savoir-faire des femmes et des hommes, des techniciens et des ingénieurs qui doit être remis au plus haut niveau, puisque ces gens-là sont des casques bleus de l'eau, sont des soldats de la paix, parce que tous les jours, d'Alger, en passant par Shanghai, en passant par Paris et ailleurs, ces gens-là participent à la réduction des pertes en eau et participe à la continuité du service public de l'eau. Et ça, c'est éminemment important. Merci beaucoup, Franck Galland, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.
C'était votre programme. Avec Actimel, la petite bouteille riche en vitamine D.